Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Bérangère. Vous vouliez profiter des Jeux pour tester vos taxis volants dans Paris. Ce matin, vous renoncez avec votre partenaire allemand Volocopter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors effectivement, notre projet est de faire voler ces engins à décollage vertical qui vont rendre des grands services à la population, notamment pour les évacuations sanitaires, à partir d'une barge qui est située près d'Austerlitz. Ce projet va être reporté de quelques semaines, mais nous conservons l'espoir de faire voler cet engin au-dessus de la Seine avant la réouverture de Notre-Dame, en décembre donc. Voilà, mais des fournisseurs de moteurs américains ont eu des petites difficultés de livraison, ce qui fait que nous allons inaugurer tout de même ce qu'on appelle un vertiport, c'est-à-dire un équipement spécialisé qui pourra accueillir toutes sortes de véhicules à décollage vertical à Saint-Cyr, au bout du parc de Versailles. Et puis, nous avons convaincu le président du château de Versailles, le maire de Versailles, le préfet des Yvelines, d'accepter que nous fassions une première mondiale, qui est de monter en quelques heures le décollage de cet engin d'un des plus beaux endroits emblématiques au monde, qui est le Grand Trianon, à partir d'une plateforme banalisée. Souvenez-vous, en 1783, c'est-à-dire il y a exactement 241 ans, la première montgolfière s'élevait du parc de Versailles avec un mouton, un coq et un poulet, et un mouton, un coq et puis un D'où canard. La montgolfière Voilà. aussi de la. Et donc ça a été un événement qui a marqué l'histoire du monde. Eh bien, nous allons. Ils seront dans l'hélicoptère dimanche ? Alors, si vous acceptez de m'en fournir, oui, je les mettrai dans le volocoptère. Et donc, à partir, le soleil se lève à 6h32 dimanche matin, et dès 6h33, notre engin pourra s'élever dans le ciel au-dessus du Grand Trianon et nous permettre de montrer des images exceptionnelles du décollage d'un lieu banalisé, d'un engin qui est appelé à sauver beaucoup de vies. 96% des Français sondés sont d'accord sur le fait que ça sera, en matière d'évacuation sanitaire, un game changer. Mais alors, il y a deux annonces là dans ce que vous dites. Il y a un coup d'accélérateur et un coup de frein. Pardon de commencer par le coup de frein quand même. On avait annoncé pendant ces Jeux mais le coup de frein, il est réel, une circulation, même en expérimentation, mais des taxis volants pendant tous les Jeux. Nous avions annoncé, qu'est-ce qui s'est passé en quelques jours nous avions annoncé que ces engins à décollage vertical pourraient effectivement circuler dans certaines lignes, notamment entre ici les Moulineaux et Saint-Cyr, au moment des Jeux Olympiques. Il s'est passé un fait nouveau, qui est que pour voler, cet engin doit avoir une certification de l'organisme européen qui s'appelle le HASA. Aujourd'hui, ce marché des engins à décollage vertical, qui est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à échéance de 5 ans, il est naissant. Aucun engin n'est certifié au monde. Et notre objectif, c'est avec notre partenaire Volocopter, d'avoir la première certification au monde. C'est vrai, je concède que notre objectif était d'avoir la certification avant les Jeux Olympiques. Cet objectif n'est pas atteint. Le moteur était défaillant. Le moteur avait des petites vibrations qui justifiaient que le HASA demande aux constructeurs américains de faire des modifications. Mais nous conservons l'espoir d'être certifiés en 2024, ce qui serait la première certification au monde. Pourtant, vous aviez mené des tests, ça, c'était pas Oui, bien sûr, mais vous savez, tout, l'innovation, si c'était simple, ça ne serait pas de l'innovation. Nous travaillons depuis 4 ans, nous avons fait 200 km de vol à partir de notre vertiport de Pontoise. Nous avons fait beaucoup de travaux avec cette entreprise pionnière, mais effectivement, nous ratons de quelques semaines ce qui était notre objectif, de faire voler à Paris pour les Jeux Olympiques. Alors, nous allons faire voler à Versailles, c'est pas tout à fait la même chose, mais cet apparentement avec la montgolfière me fait penser que nous sommes sur la bonne voie. Vous parlez d'évacuation sanitaire pour ces taxis volants qui, à l'origine, il me semble bien, dans mes souvenirs, qu'il s'agissait de transporter tout un chacun. Écoutez, ça a changé. Tout un chacun un peu fortuné. D'autant qu'il y a une place dans cet hélicoptère. Alors non, à terme, ce sera des engins qui pourront avoir 4 passagers. Et à propos d'évacuation sanitaire, l'ADAC, qui est l'organisme de secours aux victimes des routes allemandes, vient d'en commander 80. Donc, ce qui est vrai, c'est que pour nous, c'est une innovation qui est appelée à se développer dans la mesure où elle est décarbonée, silencieuse et extrêmement flexible. C'est-à-dire que vous avez un concert d'un Technival ou un concert des Vieilles Charrues en pleine campagne. Soudain, vous avez quelqu'un qui a un AVC. Il faut l'emmener à l'hôpital de la ville chef-lieu à 25 km.
Eh bien, entre une ambulance qui a du mal à se mouvoir au milieu des teufeurs et un volocoptère qui est un engin qui a simplement besoin d'une plateforme de 24 mètres de diamètre plane, c'est-à-dire que ça peut être du gazon ou du gravier, vous avez des vies humaines qui vont être sauvées grâce à cet engin. C'est moins que l'hélicoptère. Pardon ? C'est moins que l'hélicoptère. Infiniment moins que l'hélicoptère, infiniment moins de bruit. C'est un engin qui va moins vite, qui est propulsé par l'électricité et qui est beaucoup plus flexible. Vous dites décarboner, c'est un projet qui a été très controversé, soutenu par la région, très contesté par la mairie de Paris, qui était unanimement contre. Ils disent 4 fois plus de consommation qu'une voiture thermique, 30 fois plus d'énergie qu'un métro par passager et qui émet 45 fois plus de gaz à effet de serre qu'un métro parce qu'il faut le produire et c'est toujours là qu'on oublie de rappeler cette partie-là. Je ne veux pas rentrer dans la polémique des chiffres. Est-ce que c'est sérieusement un mode de déplacement d'avenir? Oui, c'est un mode de déplacement d'avenir. Valérie Pécresse, la présidente de la région, l'a bien compris. Patrick Ollier, le président de la métropole, l'a bien compris. Le Conseil d'État a reconnu le 24 juillet que nous avions fait une concertation au bon et due forme. Je ne veux pas rentrer dans la bataille des chiffres. J'ai vraiment l'impression que dans quelques années, tous les débats que nous avons aujourd'hui nous feront rigoler. Il s'agit simplement d'une innovation décarbonée destinée à sauver des vies et à permettre un transport d'urgence dans des conditions optimales. Songez que vous avez beaucoup de métropoles dans le monde, 35 madame. 35 km d'autonomie, c'est à peu près ça? Mais aujourd'hui, parce qu'on est au début. Oui, vous avez raison. Transport d'urgence, une fête au milieu du Larzac. Il faut qu'il y ait des hélicoptères partout, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes organisateur de la fête en question, et si vous voulez assurer la bonne santé de vos teufeurs, eh bien, il est préférable d'acheter ce genre d'engin. Donc de le louer. Vous ne visez plus le transport privé? Il y aura aussi du transport privé. Prenez les grandes conurbations chinoises, sud-américaines, américaines, dans lesquelles vous avez des tels embouteillages qu'il faut 3 heures pour aller du nord au sud de la conurbation. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est parfois un service à rendre aux gens que de mettre 20 minutes plutôt que 3 heures ? Et on avait les mêmes polémiques au moment de l'avion. Souvenez-vous, quand M. Farman a fait le premier vol entre Paris et Londres en 1919, ça coûtait à l'époque l'équivalent de 750 fois le salaire horaire d'aller de Paris à Londres. Et on a dit, c'est un transport pour riches, c'est scandaleux, etc. Bon, aujourd'hui, pour aller de Paris à Londres, le billet coûte 5 fois le salaire horaire, c'est-à-dire environ 150 fois moins. Donc, pareil pour le volocoptère. Au début, le prix du ticket apparaîtra quand même comme très élevé par rapport au salaire horaire, mais progressivement, il me semble que cet engin est appelé à devenir un engin de service public et de service pour les habitants qui auront besoin. Quand vous habitez Saint-Rémy-les-Chevreuses et que vous devez prendre un avion à Charles de Gaulle, un jour de novembre, où vous avez des grèves de transport public, de la pluie et les gens qui préparent les cadeaux de Noël, il vous faut 2h30. Est-ce que c'est pas l'idée de renforcer le RER pour que plus de gens puissent aller prendre cet avion? Je vous dis que ce jour-là, le RER est en grève. On est au mois de novembre, il y a une grève, il y a des embouteillages sur la route. Il vous faut entre 2h30 et 3h pour atteindre Charles de Gaulle. Est-ce que c'est pas une bonne idée de prendre... Mais non, mais je rendrai un service qui consistera à rejoindre l'aéroport en 30 minutes à partir d'un vertiport du sud de l'Île-de-France. Et on va parler du trafic aérien, puisque vous en parliez à l'instant, Augustin de Romanet. On se retrouve dans une minute. Le temps du fil info, puisqu'il est 8h40. Valentine Lotès. Défendre un titre olympique à la maison, c'est un rêve, réagit Erwin Ngapet. Les volleyeurs français champions à Tokyo sont en finale après une victoire sans partage face à l'Italie hier soir, 3-7-0. En ce moment, les nageuses en eau libre sont dans la Seine, 10 km à parcourir au total, parfois contre-courant alors que le début du fleuve est 2 fois supérieur à la normale estivale. Et jusqu'à la fin de ces Jeux olympiques dimanche, c'est une information France Info, 360 millions d'euros de paris sportifs sont attendus au total, soit le triple des Jeux de Tokyo selon l'autorité nationale des Jeux. L'état d'urgence déclaré dans la région de Koursk en Russie, 2 jours après l'entrée d'1 millier de soldats ukrainiens selon le Kremlin. Depuis, des milliers d'habitants ont évacué des 2 côtés de la frontière. France Info. Le 8-30 France Info. Bérangère Bonte, Marie Bernardo. Et ce matin, Augustin de Romanet, PDG du groupe Aéroport de Paris, qui transporte, qui accompagne toutes les délégations des Jeux. On en parlera dans un instant. Mais l'effet de ces Jeux sur le trafic aérien, parce que c'est vraiment votre cœur de métier, vous confirmez que les Jeux sont
pas une bonne opération pour le secteur aérien. Air France-KLM avait d'ailleurs anticipé, avant l'été, parler d'un comportement significatif d'évitement. En gros, les touristes étrangers sont moins venus que d'habitude. Ce qu'on peut dire, c'est que dès le début, il était prévu que ce soit neutre sur le trafic aérien. Ce qu'on observe dans toutes les Olympiades, ça a été le cas à Athènes, ça a été le cas à Londres, c'est que vous avez plus de spectateurs et d'athlètes, naturellement, mais en revanche, moins de gens qui viennent en touristes. Et ce que nous observons dans nos aéroports parisiens, c'est que ce qu'on appelle le transport origine-destination, c'est-à-dire des touristes qui viennent à Paris sans correspondance, sont moins nombreux. En revanche, la correspondance est plus nombreuse. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui, à Charles de Gaulle et à Orly, à peu près le même trafic que s'il n'y avait pas les Jeux Olympiques. 200 millions d'euros de recettes en moins entre juin et août, c'est ce que dit Air Alors ça, France-KLM. c'est pour Air France. S'agissant du groupe ADP, nous sommes exactement sur les prévisions de trafic que nous avions annoncées au début de l'année. Nous avons environ 240 000 voyageurs par jour à Charles de Gaulle, jusqu'à 115 000 passagers par jour à Orly, ce qui veut dire qu'à Orly, nous sommes à peu près à 110% du trafic de 2019 et à Charles de Gaulle à 92%, à raison du fait que nous n'avons toujours pas retrouvé la connectivité avec la Chine, mais pour des raisons totalement indépendantes des Jeux Olympiques. Est-ce que dans les années qui suivent les Jeux, les touristes peuvent revenir davantage, et notamment avec le succès de ces Jeux Olympiques dont on parle beaucoup? Alors, sur le plan théorique, c'est exactement ce qu'on observe dans les villes comme Athènes, Londres, etc. Et compte tenu du côté extraordinaire de ces Jeux Olympiques à Paris, je pense que nous aurons le double effet qui se coule, c'est-à-dire que le nombre de touristes qui devraient venir en 2025 sera, je pense, très très accru. Les compagnies en difficulté se plaignent des taxes d'aéroport qui ont encore augmenté en début d'année avec la nouvelle taxe sur les super-profits des autoroutes et des aéroports qui sont répercutées en grande partie sur elles. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire un geste, notamment dans le contexte de progression que vous évoquez? Là, vous parlez de quelques euros par vol. Le sujet aujourd'hui, c'est la décarbonation du transport aérien. Et c'est quelques dizaines d'euros par vol supplémentaires qu'il faudra accepter de payer pour acheter des carburants durables. Non, il n'y a pas de sujet. Il y a un seul sujet qui est que le transport aérien... On a d'un côté des gens qui vous expliquent que c'est un scandale, que le train soit beaucoup plus cher que l'avion n'est pas assez cher, etc. Bon, je pense que c'est un faux débat. Néanmoins, le transport aérien va devoir se décarboner. Pour se décarboner, il va falloir des avions nouveaux, avec des nouvelles technologies et des nouveaux carburants. Ces nouveaux carburants coûtent plus cher, ces nouvelles technologies coûtent plus cher. Donc je crois que malheureusement, il va falloir habituer les habitants de cette planète à ce que prendre l'avion coûte un peu plus cher. Pourquoi faut débat ? Et on prend moins l'avion, Augustin Dorman? Est-ce que c'est ça aussi le conseil? Alors, pourquoi faux débat? Pour une raison très simple, c'est qu'on ne calcule pas l'impact CO2 de la construction des lignes de train, notamment des lignes de TGV qui sont extrêmement émettrices de TGV. Donc, ces affichettes dans le train sur le thème « Bravo d'avoir choisi un mode décarboné, c'est beaucoup mieux de prendre le train que l'avion » m'énerve au plus haut point, surtout quand il s'agit de deux entreprises publiques, ADP et SNCF. Mais ça, l'impact carbone de la fabrication de l'avion, on l'intègre? Mais bien sûr qu'on l'intègre. Bien sûr, mais songez que le vol... Un avion émet plus de carbone qu'un vol en avion. Oui, mais la construction d'une rame de TGV émet exactement le même CO2 que la construction d'un avion. Mais quand vous voyagez en train, vous avez une infrastructure carbonée. Quand vous voyagez en avion, vous n'avez pas d'infrastructure, c'est l'air. Et l'air, c'est une infrastructure qui crée la pollution. Alors votre question, pardon, j'ai pas répondu à votre question. Est-ce qu'il faut moins prendre l'avion? Est-ce qu'il faut moins prendre l'avion? Alors bon, je ne vais pas pour la 418e fois faire preuve de diplomatie pour dire d'une part, d'autre part. Non, j'ai toujours dit que la sobriété était nécessaire. Parce que, effectivement, les chiffres montrent que pour être neutre en carbone en 2050, il va falloir avoir un rythme de progression dans les pays développés plus faible, compte tenu de la demande incroyable dans les pays en voie de développement. Je ne vais pas redonner les chiffres, mais vous savez qu'un Indien moyen voyage 25 fois moins qu'un Américain. Que le jour où les Indiens auront le même nombre de voyages par habitant, que serait-ce que rattraper la moitié du décalage par rapport aux Américains, vous aurez des croissances qui seront de 5 à 6% par an. Donc il va falloir faire preuve de sobriété, mais ça c'est un débat qui est bien connu. Les avions décarbonés, les nouveaux carburants, ils arrivent quand? Alors, ils arrivent quand? Moi, je rends hommage à Total, par exemple, qui a pris le tournant de l'investissement dans les carburants durables. Une des difficultés que nous avons, c'est le dumping, ou en tout cas la problématique chinoise. Les Chinois produisent des carburants durables beaucoup moins chers que nous, ce qui rend
l'équation économique difficile pour certains industriels européens qui se disent « je ne vais pas investir dans ces carburants durables, pourtant indispensables, parce que je ne suis pas compétitif vis-à-vis des Chinois ». Donc on a un petit problème de réglage à effectuer, mais il est indispensable de substituer ces carburants décarbonés au kérosène. Vous dites à 30 ans Alors non, je pense que... Vous savez que l'Union européenne a fixé un objectif obligatoire d'incorporation à échéance de 2030, relativement faible, 6%. Mais la technique ignore les échéances politiques, quoi. Non, il s'agit... La technique existe. En revanche, c'est l'industrialisation qui est assez difficile. Le summum des carburants durables, c'est ce qu'on appelle le e-fuel. C'est un carburant qui capture le CO2 à la sortie des usines ou éventuellement dans l'atmosphère et qui le réunit avec de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène qui est produit par de l'électricité renouvelable, solaire, hydraulique ou nucléaire. Bon, cette technologie, elle existe sur le papier, mais maintenant, pour produire des centaines de millions de tonnes de carburant durable, il faut des procédés industriels qui ne sont pas encore tout à fait au point. Qui n'existent pas en France ni en Europe ? Ils existent à l'état de prototype, mais vous le savez, on est exactement comme pour les volocoptères. Oui. Quand on veut innover et être du jour au lendemain au meilleur état de l'art, eh bien, on se trompe. Il faut beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs, et puis un jour, on trouve la martingale. Bon, en attendant, il y a des délégations à évacuer ce week-end. 10 000 athlètes qui sont venus pour ces Jeux Olympiques, que vous gérez évidemment avec l'aéroport de Paris. En tout, c'est combien de personnes sur ce week-end qui arrivent là ? Alors, ce qui est particulier, c'est que Paris a la chance d'être un hub extraordinaire avec énormément de lignes aériennes. Ce qui fait que dans les Olympiades précédentes, on observait que les athlètes quittaient la ville en 3 jours. Chez nous, ils vont la quitter en 1 journée. C'est-à-dire qu'ils partent tous le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Lundi. Donc nous avons un petit défi technologique qui est que nous allons utiliser ce qu'on a appelé l'enregistrement déporté. C'est-à-dire que nous avons installé au village olympique 83 postes d'enregistrement des bagages, qui fait que les bagages de tous ces athlètes qui sont assez encombrants ne vont pas être emmenés dans les aéroports, ils vont être enregistrés au village olympique et ensuite emmenés en camion dans les avions. Et les athlètes bénéficieront d'un terminal spécial au nord de la plateforme de Charles de Gaulle, où ils auront un traitement privilégié avec un farewell des danseurs de hip-hop, etc., pour que Paris puisse leur donner une dernière impression aussi favorable que le fut la première. Pas d'embouteillage pour les autres voyageurs alors lundi ? Non, pas d'embouteillage pour les autres voyageurs. Et des perches à pouvoir transporter. Vous évoquez les bagages, des kayaks, des perches. À ce stade, on peut se dire que nous n'avons pas cassé de perches. Donc tous les joueurs ont pu concourir. C'était Jean Galfione qui avait cassé une perche dans un transport comme ça. Voilà. Et donc, je dirais que non, il n'y a pas de risque. Augustin de Romanet, on reste ensemble. On se retrouve dans 1 minute, encore une fois, 9h-10. Valentine Letès pour le Fil Info. 51 médailles au compteur de la France ce matin et une grande chance d'en décrocher une nouvelle en or aujourd'hui en voile à Marseille avec Lauriane Nolot, archi-favorite du kite foil, discipline spectaculaire. Rendez-vous en demi-finale pour les 2 équipes de France de basket. Les femmes se sont qualifiées hier face à l'Allemagne. C'est justement l'adversaire des hommes aujourd'hui en demi. Début du match à 17h30. Pour la première fois, un cas de fièvre catarrhale d'un nouveau type a été détecté en France dans un élevage de moutons à Marpan dans le Nord. La maladie circule aux Pays-Bas et en Allemagne depuis plusieurs semaines. Elle n'est pas transmissible à l'homme, mais elle est potentiellement mortelle pour les animaux. Le mois de juillet 2024, 2e mois de juillet le plus chaud sur Terre, juste derrière celui de l'année dernière, affirme Copernicus, l'Institut européen du climat, pour qui il est de plus en plus probable que l'année 2024 devienne la plus chaude de l'histoire. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Marie Bernardo. Avec ce matin Augustin de Romanet, PDG du groupe Aéroport de Paris, on parle de ces Jeux, de l'accueil, l'évacuation des athlètes. Il y aura les Jeux paralympiques, les délégations arrivent dans 1 semaine avant, le 28, donc ça veut dire déjà dans 15 jours, il faut enchaîner. C'est différent, c'est un défi différent ? Oui, c'est un défi différent parce qu'en réalité, c'est comme si on jouait un match avec 4 manches. Nous avons réussi la première manche, qui est l'arrivée des athlètes et le déroulement des Jeux. La deuxième manche, c'est le départ des athlètes des Jeux Olympiques. Et la troisième manche, ça va être l'arrivée des athlètes paralympiques, qui vont être un petit peu moins nombreux, mais qui vont arriver avec des fauteuils roulants, qui vont avec des dispositifs spéciaux. Donc le principal défi pour nous, c'est de ne pas nous démobiliser, avec des équipes qui pourtant ont déjà beaucoup donné, donc sont un petit peu fatiguées. Notamment en termes de sécurité ?
Dans tous les domaines, il s'agit de ne pas se démobiliser. Nous avons encore 3 manches à jouer et les Jeux paralympiques vont se dérouler pendant une période de rentrée scolaire, de rentrée des personnes, notamment des Parisiens qui avaient quitté la ville au moment des Jeux olympiques et qui vont la retrouver au moment des Jeux paralympiques. Donc la magnifique réussite qui est celle des transports collectifs, qui est celle de l'accueil des touristes dans les aéroports, des athlètes dans les aéroports, etc., c'est un défi qui demeure pour les Jeux paralympiques. Ça veut dire du personnel supplémentaire Non, on ne peut pas mettre accueillir plus de personnel que ce que nous avons déjà mis. Je vous rappelle que, pour prendre le seul exemple des aéroports, nous avons 1500 collaborateurs qui travaillent habituellement dans les bureaux, qui sont descendus dans les plateformes comme volontaires. Nous avons 1000 volontaires des Jeux Olympiques qui vont également être actifs pour les Jeux Paralympiques. Donc on ne peut pas mettre plus de personnes. On a fait le maximum. Comment vous avez sécurisé tout ça pour les Jeux ? Je sais que vous êtes assez tenté, vous êtes allé beaucoup regarder ce qui se passe du côté de l'aéroport Ben Gurion avec des checkpoints pour l'accès, avec des profileurs sur les autoroutes pour regarder ce qui se passe dans les voitures en amont. Alors, vous êtes inspiré de ça ? Il faut que chacun soit dans ses responsabilités. Et ça, c'est vraiment la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est vrai que vous avez raison. Je suis allé voir à Ben Gurion comment on sécurisait les aéroports. Mais là, c'est vraiment la responsabilité du ministère de l'Intérieur qui a fait un travail absolument exceptionnel, non seulement sur la sécurité, mais aussi sur la qualité de service. Songez qu'habituellement, dans les aubettes de contrôle des passeports, nous avons environ 120 fonctionnaires qui contrôlent aux arrivées. Cette année, au moment des Jeux Olympiques, nous en avions 250. Ce qui veut dire que 99% des passagers sont passés au contrôle des passeports en moins de 20 minutes, ce qui n'est jamais vu depuis que je connais les statistiques d'aéroport. Donc, les services du ministère de l'Intérieur sous l'autorité de Gérald Darmanin et de Laurent Nunez ont fait un travail incroyable de mobilisation des équipes, y compris des équipes de renseignement, des équipes de surveillance des clôtures. Nous-mêmes, nous avons beaucoup investi, nous avons électrifié nos clôtures pour éviter que Greenpeace, Extinction Rebellion ne viennent envahir nos aéroports. Nous avons dépensé déjà Vous avez eu des menaces ? Vous avez eu des menaces là-dessus ? Nous n'avons pas eu de menaces, nous avons eu des mises à exécution. Songez que Extinction Rebellion avait envahi l'aéroport d'Orly il y a 3 ans, que nous avions également des envahissements du Bourget et de Charles de Gaulle, et j'ai personnellement décidé d'électrifier une 50aine de kilomètres de clôture de nos 2 aéroports, ce qui a un effet dissuasif majeur, puisque naturellement, ça ne tue pas la personne qui touche la clôture, mais c'est quand même destiné à dissuader des sangliers. C'est vous dire que ça n'est pas un petit voltage. La France a un gouvernement démissionnaire, Augustin Romanet, depuis un mois. L'État est actionnaire d'ADP à un peu plus de 50%, 50,6%. Vous avez encore un interlocuteur dans vos 2 ministères de tutelle, Transport et Bercy ? Écoutez, je sais que des gens seraient prêts à me répondre si j'avais des questions à leur poser. Il y a effectivement l'Agence des participations de l'État qui existe toujours. Il y a un ministre des Transports qui est en fonction, qui expédie... Mais ça fonctionne Écoutez, vous savez, quand vous êtes une quand vous êtes une entreprise cotée, vous avez l'habitude, en vous levant le matin, de penser à tous vos actionnaires, y compris les petits actionnaires, les fonds de pension australiens et les fonds de pension canadiens. Donc, le fait qu'il y ait un de vos actionnaires qui soit en transition de gouvernance n'a pas d'impact sur le fonctionnement de la société. C'est pas le moindre des actionnaires, l'État. Bien sûr, c'est un actionnaire à 51%. Est-ce que vous arrivez encore à avoir des interlocuteurs, là, aujourd'hui, en ce moment, pendant les Jeux ? Écoutez, j'ai en permanence des relations avec le directeur général de l'aviation civile pour cette expérimentation à Versailles, avec le préfet de police, avec le préfet de la région Île-de-France. Nos contacts sont permanents. Avec les hauts fonctionnaires, bien sûr, l'État fonctionne et il n'y a pas de rupture dans le fonctionnement de l'État. Plus globalement, cette situation de majorité relative qui se répète depuis 2022, c'est un sujet d'inquiétude pour vous et pour les chefs d'entreprise, d'ailleurs, en général ? Alors là, vous me lancez sur un débat qui pourrait nous prendre beaucoup de minutes. Parce il ne reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais votre sentiment, on a 3. J'ai eu l'occasion de dire dans la presse récemment que je pensais qu'il y a un clivage dans la vie politique, qui est un clivage historique, qui est celui entre la droite et la gauche, entre la liberté et l'égalité. Et la droite a toujours pour un peu plus de liberté, mais voit bien que l'égalité est nécessaire. Et la gauche est toujours pour plus d'égalité, mais voit bien qu'un peu de liberté est indispensable. Et donc, on a pensé pendant un moment qu'il était possible de sublimer cette opposition. Ça a été compliqué dans la mise en œuvre opérationnelle. Ces élections législatives ont conduit les Français à adresser un message qui était de dire « Souvenez-vous, le clivage droite-gauche
gauche existe. Et d'ailleurs, pour vous bien le manifester, on va voter à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Résultat, le centre se retrouve réduit à la portion congrue, alors même que nous sommes un pays d'équilibre, un pays de modération. Nos paysages en attestent. Donc nous avons une composition de l'Assemblée qui, me semble-t-il, traduit une humeur et non pas une profondeur. Et c'est ce décalage entre une assemblée d'humeur et un pays qui aspire à la modération et au progrès qui fait que l'équation que le président de la République doit gérer est particulièrement délicate, mais je lui fais confiance pour trouver les voies et moyens, que le pays soit gouverné, que le pays ait un budget, le temps que l'on retrouve cette profondeur à laquelle notre pays aspire. C'est parce que le président en question déduira de votre analyse, mais il y a un message là. Écoutez, il y a une réponse à votre question en tout cas. Augustin de Romanet, vous vous apprêtez à quitter votre poste à la tête d'Aéroports de Paris. Qui vous succède ? C'est une question qui revient toujours à la même personne qui désigne le PDG d'ADP, c'est le président de la République. On parle de votre numéro 2, la directrice d'Orly, Justine Coutard, que vous avez recrutée d'ailleurs vous chez Gérald Darmanin quand il était à Bercy. Ce serait une bonne piste ? Écoutez, alors c'est une personne de talent. Et vous partez, vous n'allez pas aller à la pêche, ou pas uniquement en tout cas. Vous allez faire quoi ? Je ne peux pas vous le dire parce que ça n'est pas encore fixé. Bon. Augustin de Romanet, toujours PDG d'Aéroports de Paris. Merci d'avoir accepté l'invitation du 8h30 France Info ce matin. Bonne journée à vous.